Donc bonjour, je m'appelle Christophe Séjourné, je suis le responsable de l'équipe d'architecture technique chez SGBDF, donc Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Je vais vous parler de la mise en œuvre de notre expérience DevOps que nous on a fait chez SGBDF, donc c'est-à-dire depuis 2017, tous nos projets passent par les moulinets DevOps, autant pour la partie de base, donc préparation de l'infrastructure, jusqu'au CD, donc la partie déploiement. Donc là, je vais vous mettre en focus. On a fait toute une refonte de nos sites internet. Donc, on a mis en place une chaîne de fabrication d'une usine à site internet. Donc, nos besoins digitaux que l'on avait, donc c'est grosso modo toujours pareil, des chiffres. Ça, c'est l'existant. On a 61 sites web, on a 7 applications mobiles, on a un nombre de visites qui est cité là. Et donc pour ça, on a des velléités de changer notre plateforme qui était super vétuste, puisqu'elle datait depuis de 10 ans, voire 15 ans, qui fonctionnait encore jusqu'à présent. Et donc de remplacer ça par une structure un peu plus moderne, genre Drupal, genre Docker, genre conteneur, genre... enfin voilà. Donc tous ces éléments-là, on voulait mettre en place pour cette nouvelle plateforme une architecture globale, donc dont j'ai fait partie des décideurs, qui a été mise en place chez Saint-Gobain dans sa globalité, et dont la mise en place pour ce projet-là n'a été qu'une itération en fait. Donc ce projet s'appelle Impulse. C'est une sorte de white front, c'est-à-dire complètement générique, sur lequel on vient brander, donc mettre des enseignes dessus. Donc Saint-Gobain Distribution, Bâtiment France, c'est .p, c'est CDO, c'est la plateforme bâtiment, c'est Plume Plastique, voilà, il y a 80 enseignes au total. Mais chacun, en fait, a des parties de secteurs d'activité régionales, françaises, locales, etc. Et on garde de l'alternative. Donc là, je vous en ai cité deux. Ces nouvelles plateformes-là sont mises en place, sont en live, puisque on a mis en place, pour que ça soit mis en place, on a joué avec tout ça. Ok, c'est très joli, c'est très beaucoup d'anacronymes que certains connaissent peut-être. Et donc pour ce cas, donc, on a mis du Drupal, parce que c'est le frontal. On a mis du Docker, parce que tout est containerisé derrière. On fait du Spring Cloud, parce que tout est en microservices. On fait du MongoDB, parce que la base de données est derrière. On fait du SAP, parce que forcément le price, par exemple, il est calculé en live. Donc via des microservices, via aussi de l'API management, via Axway. Tout ça. Donc ça, c'est l'écosystème qu'on a au quotidien. Et après, ça, c'est la route. Donc, vous voyez que si on regardait les dates, c'est genre toutes les semaines ou tous les 15 jours maxi, on sort un site. Donc forcément, la partie préparation de l'infra, la partie deploy, la partie personnalisation en fait de l'enseigne, puisque pour mettre du orange pour .p, pour mettre du bleu pour CDO, pour mettre du vert pour brossette, etc., il est forcément dynamique en fonction du déploiement que l'on veut faire. Donc tout ça, on l'a fait assez facilement. 2 ans, hein, c'était à peu près tout le projet. La partie CI, CD, donc la partie continuous intégration qui permet de fabriquer les packages qui vont être déployés. Je vous ai parlé d'un site générique, Whitefront. Donc il est vraiment Whitefront, c'est-à-dire qu'on a mis en place dedans ce qu'on appelle des placeholders, donc des environnements qui permettent de variabiliser, de personnaliser l'environnement en fonction de ce qu'on a besoin, de l'attendu, pour que ça s'appelle .p, pour qu'il y ait le logo .p ou qu'il y ait le logo CDO par exemple. Donc assez dense. Notre contexte, si je vous la fais en big picture, c'est ça. C'est sale. Non, c'est assez simple. Hein. Il y a un front en haut qui est basé sur Drupal. Donc forcément, on a des serveurs d'application, on a du cache, varnish, on a des Nginx, on a du PHP parce que Drupal c'est en PHP, on a du MySQL parce que Drupal ça fonctionne sans MySQL. On a mis un cluster FS parce qu'il faut que la disponibilité des images elle soit en mode redondancé. Donc voilà, donc ça c'est la partie haute. La partie basse, on a la partie ce qu'on appelle Docker. Donc là la partie microservices. Donc on a au total 52 microservices. On fait du CQRS, c'est-à-dire qu'on fait l'enregistrement de la valeur prise sur le site n'est pas forcément l'enregistrement de la lecture de données. Donc parce qu'on a désolidarisé en fait le stockage de la donnée de la lecture de la donnée. Et après on a tout le couplage extérieur. Et on a mis aussi en place une stack de monitoring ELK que vous connaissez. Sauf que nous, moi j'ai viré la partie logique et on a mis du NIF, Apache NiFi dessus pour avoir plus de souplesse sur la partie déploiement, de façon à pouvoir avoir des dashboards complets sur comment va mon site, combien j'ai de paniers, c'est la partie métier, et aussi la partie... Et tout ça,
c'est de la CD. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un change dans un Git, ça déclenche, grosso modo. Donc pour ce faire, donc, je vous ai à peu près tout cité, les technos que l'on a mis en place. Tout ça, c'est en termes de CD, on est sur des objets, sur des objets de déploiement. Moi, je prends toujours l'exemple, dans la CD, on va avoir une voiture dans laquelle on a une valise, et cette valise-là, en fait, ce sont des objets qu'on va pouvoir mettre à un certain endroit. Ce qui va vers un Drupal, ça ne doit pas aller dans un ELK. Ce qui va vers Docker, ça ne doit pas aller vers un MongoDB, par exemple. Donc, il faut bien que ça soit typé, que ça soit bien ciblé. Donc pour ça, il faut souvent s'appuyer sur des scripts propriétaires, on s'appuie sur la multi-environnement, parce que forcément, l'objet, il est unique. Quand je vous parle du white front, l'objet que j'ai en recette, c'est le même que j'ai en prod. L'infra, par contre, elle est pas identique, parce que je vais avoir du redondant, quelque chose de redondancé en prod, voire scalable, in, out, peu importe quel est le facteur que je veux avoir pour avoir des sites web qui soient rapides, véloces, etc. Alors qu'en recette, en intégration, j'ai un développeur qui s'amuse et puis point barre, quoi. Donc ça va être assez simple. Donc on est multitechnique, multifonctionnel, multi-infogérant, parce que forcément, je appartiens à Saint-Gobain. Saint-Gobain, on travaille à peu près sur 5 infogérants. On fait de l'Amazon comme tout le monde, mais aussi on fait de l'IBM, du Cap, de l'Inbanet, du Claranet. Et forcément, l'outil de CD, pour le coup, il doit être agnostique. Et quand on fait un déploiement, quand je déploie une version de la stack, par exemple, enfin c'est pas moi qui le fais, mais quand on le déploie, je dois avoir un ensemble qui est consistant, cohérent. Donc si ça a planté chez IBM, comment je fais chez Inbanet? Est-ce que je fais rollback ou pas? Et l'outil de CD permet de faire ça. C'est intéressant. Et donc forcément, ils avancent, ils ont des sites web qui amènent des nouvelles fonctionnalités. Forcément, ils ont aussi des bugs. Enfin voilà, tout est perfectible. Faire du CD, faire du DevOps, c'est quand même pas simple. D'accord? Attention, on a du paramétrage. C'est pas forcément compliqué, mais attention. Des fois, on a des petites subtilités. C'est pas parce qu'on va en formation qu'on découvre tout. C'est pas parce qu'on apprend sur le tas qu'on connaît tout. Donc, c'est pas simple. Les cycles de vie, par exemple, des fameux placeholders, je sais pas si ça parle à vous, mais ce sont donc un mot-clé que l'on met dans l'objet qui sera remplacé au moment de la mise en prod, au moment que ça arrive sur l'environnement par la bonne adresse IP, par exemple. Le bon user, le bon password, pour qu'on soit vraiment sur un truc générique à max, à mort, quoi. On est vraiment sur ça. Donc, il y a aussi toute la complexité de la traçabilité des changements. Qui est-ce qui fait un changement? La valeur dans le dictionnaire, elle n'est pas bonne. Qui est-ce qui l'a mis? Pourquoi ça plante? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ma valeur de dev, elle va en prod? C'est pas normal. Enfin, un mot de passe de prod, ça va pas fonctionner. Enfin, si c'est en dev ou lycée de Versailles, il faut pas croiser non plus les environnements. Donc tout ça, c'est l'étanchéité. À partir du moment où on gère un peu tous ces éléments-là, il faut une organisation qui soit super efficace. Forcément, il faut définir qui est-ce qui est... Moi, je suis Ops. Il y a aussi des devs, mais voilà, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on travaille main dans la main. On est vraiment sur le dev SecOps maintenant, parce qu'on a mis en place aussi toute la partie gestion de la qualité de code, comme tout le monde sait faire, avec un sonar, avec tous ces consorts, mais aussi la partie vert de sécurité que l'on peut implémenter naturellement parce qu'on a copié-collé un code qui se trouve sur Internet, par exemple. Les développeurs, ils sont tous comme ça, tout n'est pas induit en fait. Donc il faut faire attention à ça. C'est aussi des nouvelles méthodes. Le premier Ops, celui qui est au bas niveau, c'est lui aussi qui va des fois freiner à mort parce que non, j'aimais bien faire mon copier-coller, mais tu me supprimes mon boulot, etc. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Regarde, tu vois la souplesse là? Tu vois où tu peux agir? Tu vois comment tu peux venir enrichir? Parce que l'idée, c'est qu'on soit toujours itératif par rapport à ça. Il y a une première base et on itère. Ah oui, on n'a pas fait ça tout de suite, c'est pas grave. La phase 2, on le mettra en place et on avance et on avance et on avance comme ça. Il faut jamais leur dire que oui, ok, on va prendre des petits indiens, on va prendre des trucs, on va faire des prises-boutons, c'est fini. C'est pas vrai. On a besoin de l'expertise de chacun des ops, des DBA, des développeurs pour pouvoir mettre en place cette CD comme il faut, quoi. Il y a quand même aussi, ne pas oublier, parce qu'à partir du moment où on fait du DevOps, on devient ultra critical. C'est-à-dire que quand il y a une map et qu'elle est urgente, que je dois mettre un fixe, il faut que ça fonctionne, quoi. Donc que ça soit quand même stable. On n'est pas là pour faire... On fait ça toujours du KISS, hein, Keep It Simple. Voilà, donc ça c'est la big picture que tout le monde connaît. La chaîne, je ne vais pas vous la refaire parce que c'est pas en un quart d'heure que je vais pouvoir expliquer tout ça. Mais grosso modo, on est dans la partie basse. D'accord?
Grosso modo, sur Impulse, sur ce projet-là, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, à peu près les déclencheurs. Donc, oui, j'ai un gestionnaire de source. Oui, j'ai un Jenkins qui nous permet de fabriquer. Oui, après, j'ai du stockage d'artefacts fabriqués. D'accord? Parce que la source et l'artefact fabriqué, on est d'accord, c'est deux choses différentes. Et oui, après, je pars dans l'environnement deploy. Donc, et après, des zones de responsabilité parce que plus de souplesse par l'un ou moins de souplesse par l'autre. Et après, donc, toute la partie basse, nous, on utilisait de l'Ansible pour fabriquer la stack, c'est-à-dire que MySQL, etc. C'était notre postulat de base. L'outil Jenkins avec la création de tâches, de pipelines que sûrement certains peut-être connaissent ou pas, mais on peut en discuter si vous voulez avoir plus des détails dessus, mais c'est un outil qui est très très fort, sur lequel on enclenche nous du CDI. Hein. La dernière phase, sur la partie gauche là-bas, ou droite, de mon côté, on est carrément sur je déploie en automatique après le build sur l'environnement, le premier environnement, la dev ou l'intégration. Et après, notre outil magique chez nous qui s'appelle Excel Deploy, qui est un outil très très fort qui permet de faire de la variabilisation, qui permet de faire de la contextualisation, qui permet de dire pour un objet, pour cet environnement-là, tu auras telle valeur. Et le même objet, la même placeholder, etc., pour tel environnement n'aura pas l'autre même valeur. Et il y a des facilités avec cet outil-là qui est assez impressionnante. Je ne sais pas le faire en Ansible. Je ne pourrais pas le faire en Ansible, par exemple, que je peux faire en Excel Deploy. La double cascade avec des next hop qui ne sont pas les mêmes, tout ça on le gère parce qu'il y a des tags, parce qu'il y a des environnements, parce qu'il y a tout ça. Donc ça c'est un outil qui est assez performant, souple. On n'est pas dans la dernière version, donc on a encore des trucs à découvrir, pardon. Mais ça nous va très très bien. Et l'exemple là, par exemple l'objet front que je vous ai dit générique, qui s'appelle front, on voit automatiquement comment il est déployé, chez qui il est déployé. On ferait assez naturellement ça sinon avec de l'Ansible, on est d'accord. Et après, les petites graphes, là, on s'amuse comme des fous. Donc, grosso modo, pour vous le faire simple, 2 minutes, nickel, il faut vraiment une approche globale DevOps. On est tous à mettre dans le même panier. On a un gain qui est énorme sur ce sujet-là. Je ne rêve plus que de ça. Tout le monde, à partir du moment où on y goûte, ils dorment la nuit, ils sont rassurés. On fait des déploys à 3h du matin, il n'y a personne qui est debout. On a des concepts de rollback automatique, des checks unitaires, de savoir si c'est bien fonctionné. Tout ça, c'est l'outil de CD qui permet de le faire. La plateforme, elle est calée. Ansible, il est là pour nous assurer comme quoi, quand on fait un check derrière, tout est au vert. Il n'y a rien qu'à changer, tout est nickel. Si on veut faire un fixe, on déploie sur... Là, l'infra de Impulse, c'est plus d'1 million d'euros. L'infra d'Impulse, c'est 180 serveurs. Tout environ confondu. Donc quand je dis ça, quand je vous parle le nom de front, j'en ai peut-être déjà 30 des fronts. 30 des Nginx à faire pareil, 30 des trucs à déployer. Donc voilà, on passe dans une autre ère où il faut qu'on soit souple et véloce. Tous les points-là, c'est des éléments dont je vous ai parlé. Donc attention au déploiement, les retours arrière, c'est possible et c'est facile. Ça, c'est cool. Et un exemple sur Excel Deploy, un retour arrière, c'est par exemple redéployer la version d'avant, par exemple. Parce qu'on savait qu'elle fonctionnait. Donc on remet tout en place. Et parce que l'outil sait ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire. Donc, faire une sauvegarde d'abord, faire une restore après, enfin, peu importe. Voilà, ça c'est très très bien. Ça change notre vie. Et allez-y, je vous engage, c'est vraiment nice. Voilà. Je sais pas si... C'est un vibrant hommage en tout cas. Alors, est-ce que vous avez quelques questions pour tester le bonheur que vous rayonnez? C'est cool. Bonjour, RATP. J'aimerais savoir à peu près la taille de l'équipe pour gérer toute l'organisation du côté DevOps. On est 3. On est 2-3. Parce que faire un plugin, par exemple, c'est rien. Faire un script Ansible, ça peut prendre du temps, mais en fait, on a mis en place, nous, des journées collaboratives avec la team. C'est-à-dire que, par exemple, le jeudi, c'est le jeudi Impulse. On débarque, nous, à 3. Et on avance sur les to-do qu'il y a à faire. On a une checklist, ok, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, des checkpoints, des machins, enfin voilà, il y a toujours Et côté Ops, nous on est 3. Côté Dev, ça c'est le projet. Ça je peux pas vous parler parce que c'est fluctuant en fonction des phases du projet. Mais côté pure Ops, on est 3. Et côté Deploy pur, ils sont 2. Parce qu'ils font pas du H24, donc voilà. Et vous êtes en support des équipes projet, j'imagine? Et on est en support des équipes projet quand ils ont des questions. Ouais. Et 3, ça suffit du coup pour Yes. gérer le volume de... Yes. Oui, parce qu'en fait, une fois que la méthode elle est itérative à l'avance, elle fonctionne. Enfin, l'informatique a le bonheur de tomber en marche
donc ça veut dire que tombe en panne. Mais souvent, en fait, voilà, ça tombe quand même souvent en marche, et tout le temps en marche. Et donc, une fois qu'on a mis la phase et la rôde, et en fait, on gère plus. En fait, toute cette partie-là, c'est rodé, c'est déploy, ils le font. C'est même automatique. Quand c'est Jenkins qui le build, Atlas, par exemple, c'est l'autre projet que l'on a qui est couplé à SAP, qui est la refonte de nos trucs. On fait, je sais pas, ils font 80, 100, 200 builds par jour, parce que c'est couplé à Git. Plat, ça dépile, et c'est XL Deploy qui matraque derrière. Le graphe que je peux vous remontrer, c'est ça, on en a des 3000, 5000 des fois à la journée, c'est un business critical, parce qu'après pour le coup, ah ouais mais on était sur le fixe, ah non ça marche plus, voilà, donc après il faut voir ce qu'on met en place comme infrastructure pour que ça soit toujours répondant. On a des slave Jenkins, parce que voilà, donc il y a toujours, mais moi je suis le patron, ok, j'ai un gars qui est avec moi qui est expert aussi, j'ai un troisième qui s'occupe plutôt axé la partie déploie quand il faut développer une nouvelle fonctionnalité. Je fais du $U, je suis en train de faire du $U. Je fais l'ODI, Oracle Data Integrator, parce que je suis en train de le coupler à mort. L'OSB, c'est pareil, on l'a rincé de la même manière. C'est-à-dire qu'il est. Voilà, mais ça, c'est un projet. On peut peut-être mettre une semaine à faire ça, mais c'est quand même assez nice. Classiquement, ce que l'on fait en mode PowerPoint, step, voilà, c'est ce qu'on scripterait dans un Ansible, ce qu'on peut mettre naturellement aussi dans un outil de CD. Ça s'appelle un plugin. Voilà. Ok, merci. Oui, bonjour, PMU. En fait, j'ai une question par rapport à la sécurité. Vous avez parlé de l'analyse de code, mais est-ce que vous faites aussi une analyse sur les librairies Java qui pourraient embarquer, d'autres au niveau système? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là en automatique? Alors, chez Saint-Gobain, il y a des dictats, mais on a raison, parce qu'on a pris une cartouche assez sévère il y a 2 ans, avec Petya. On a de l'analyse de post-code. Et je ferme les yeux parce que je cherche l'outil. Il s'appelle Checkmarks. Checkmarks, il fait l'analyse de code pure, c'est-à-dire qu'il prend le Git, il analyse tout, il dit voilà, tel endroit, il faut corriger ça parce que ça, c'est pas bon, c'est tel CVE, point. Bah. Et donc ça remonte. Et donc oui, nous, on ne fait pas encore du Jenkins sec, c'est-à-dire qu'il dit voilà, non, je n'autorise pas le build parce que voilà, ça c'est notre prochaine phase. Parce par contre, on a une analyse a posteriori qui dit voilà, la revue de code globale, on a tel problème de sécurité parce qu'on ne purge pas les machins, voilà. Donc c'est plus que l'analyse de code de base que l'on connaît. Mais où on fait ça, et après sur toute la partie Docker EE, dans la partie registry, c'est la partie donc stockage des artefacts des images Docker, toute l'analyse en fait d'images. Donc on a toute la partie enforcement que l'on met dans la partie image Docker, parce que faire une image Docker, faire un conteneur, on ne doit pas démarrer sur route. Enfin voilà, il y a toutes les consignes de sécurité qu'on doit faire. Ouais, mais comment je fais avec un GKS quoi? Enfin, donc il y a toutes ces parties-là, parce que oui, le Java qui est poussé par le développeur, parce qu'il est construit, parce que Maven, il tire la terre, et donc il embarque, et cette valeur-là, elle ne doit pas être fixée. Et ben, lors du build, ça ne doit pas être autorisé, lors du deploy, ça ne doit pas être autorisé, mais on a toujours une problématique, c'est-à-dire que ce qui a été autorisé hier, la CVE vient de tomber ce matin. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Sur mon image de base Java, je mets laquelle? Et je la rebuild quand? Moi, j'ai des images, dans l'absolu, le code n'a pas changé depuis 1 an. Ils sont contents de leur code. Il n'y a aucune raison que je la rebuild, sauf pour mettre à jour l'image de base, pour mettre à jour le Java, pour mettre à jour ça. Donc oui, il faut le mettre en place, il faut bloquer à certains moments, parce qu'il faut aussi, dans toute la partie méthodologie, de dire, voilà, c'est pas parce qu'on a buildé une première fois et c'est parce que c'est facile qu'il faut renclencher. Mais là, on parle de la sécurité dans sa globalité, donc c'est un peu notre sujet en fait. Mais ça en fait partie. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas que ça dépasse le build, il ne faut pas que ça dépasse la livraison, parce qu'on sait qu'on porte une CVE. Ça, c'est clair, on est tous sensibles là-dessus. Et nous, on a pris vraiment cher quand on parle de 50 000 PC, 8 000 serveurs down, ça fait mal quoi. Donc quand il faut le reconstruire, on a 3 semaines sans Active Directory, donc voilà. Donc maintenant, c'est sûr qu'on a on a des procédures très strictes, et donc mais qu'il faut suivre parce que c'est comme ça, c'est la vie quoi. Et il faut être sérieux. Voilà. Merci. C'est bon? Je vous laisse. Merci à vous, et on peut vous applaudir, Christophe. Merci. Merci.